Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur Eden TV, le sommaire. À l'Assemblée nationale, on connaît désormais le deuxième secrétaire parlementaire, c'est l'honorable Dakwé Soussou de l'Alliance FDU. Il a été élu hier par ses pairs députés à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle. Ses premières impressions assurent dans un instant. Nous parlerons également dans cette édition de la distribution des convocations aux candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2016. L'Office du bac procède depuis lundi à l'opération de distribution de ces convocations sur toute l'étendue du territoire national. Et puis hors du Bénin, des milliers de Belges étaient dans les rues hier mardi pour protester contre la proposition de réforme de la loi travail, une réforme proposée par le ministre de l'Emploi, Chris Peters. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Les députés se sont réunis ce mardi en plénière à l'Assemblée nationale pour élire le deuxième secrétaire parlementaire. À la fin de l'élection, c'est l'ancien maire de la ville de Lokossa, Dakwé Soussou, qui l'emporte face à l'honorable Basile Aossi. Le compte rendu est signé à Mendidier Onkpenoudi et Cyril Agbo. C'est le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngbeji, qui a ouvert les travaux de cette plénière des députés qui a consacré l'élection du deuxième secrétaire parlementaire en remplacement de Alexis Agbelesesi qui a démissionné pour se faire élire président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Après 30 minutes de suspension pour question de réglage technique au niveau des deux candidats retenus, à savoir Dakwé Soussou de l'Alliance FDU, Force démocratique unie, et Léon Basile Ahossi de l'Alliance Union fait la Nation, le processus de vote a été lancé après l'enregistrement des procurations. Les députés présents et représentés sont allés accomplir leur vote sous l'orientation de deux scrutateurs, Augustin Aronvoebla et Louis Vlavonou. Après le décompte par la première secrétaire parlementaire, Sofiat Tchanou Aruna, c'est le député Dakwé Soussou qui remporte le scrutin avec 58 voix. Le président de l'Assemblée nationale annonce les résultats. Donc les résultats du scrutin donnent Soussou Dakwé 58 voix, Ahossi 20 voix. Soussou Dakwé est élu à la majorité des suffrages exprimés deuxième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale. L'honorable Dakwé Soussou, deuxième secrétaire parlementaire, a été aussitôt appelé à prendre place au perchoir aux côtés du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngbeji. Suivons à présent les impressions du deuxième secrétaire parlementaire juste après son élection. À tous ceux qui ont pris part activement au suffrage, ceux-là qui ont voté pour ou contre, je dis sincèrement merci. Merci parce que c'est une mission qu'ils sont en train de me confier. C'est une mission qu'ils m'ont en fait confiée. Et cette mission, c'est de les représenter tous au bureau de l'Assemblée, donc au poste de deuxième secrétaire parlementaire. Je crois qu'à un moment donné, ils ont fait confiance à ma personne. Je crois, je le répète, je crois qu'ils ne seront pas déçus. Je continuerai de faire ce travail-là comme je le faisais. Il n'y a pas question de démordre. Je suis là pour ça. Je suis envoyé d'abord par la population de la 18e circonscription pour ce travail avant d'être élu par mes pairs aujourd'hui au poste de secrétaire parlementaire. À vous tous, merci et faisons la marche ensemble. Autre événement au Parlement hier, c'est la création d'un nouveau groupe parlementaire dénommé République et Solidarité Nationale, composé de 10 députés. Ce groupe est présidé par l'honorable Barthélémy Kassa, membre de ce groupe. Rachid Igbadamassi précise ici les objectifs de ce nouveau groupe parlementaire. Présidé par l'honorable Kassa,
Barthélemy. Le groupe parlementaire République et Solidarité nationale s'engage devant l'Assemblée nationale représentant le peuple béninois en miniature et à soutenir toutes les actions de développement et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. À cet effet, nous, députés du présent groupe parlementaire, entendons œuvrer pour la préservation de la paix, l'unité nationale et la solidarité, veiller au respect des principes démocratiques, contribuer à l'édification d'une nation moderne et prospère, veiller à la sauvegarde des acquis fondamentaux de la conférence des forces vives de février 1990. Enfin, le groupe parlementaire République et Solidarité nationale se tient ouvert à tout député qui épouse les principes, valeurs et visions visées. Ont signé cette déclaration les honorables députés ci-après: Kassa Barthélemy, Bangana Gilbert, Dafia Abiba, Jibigaye Mohamed, Youssouf Bida, Achade Nourenou, Sofiat Chanou, Badamasi Rachili, Ouimbo Lucien et Sabaï Kate. Autre information dans cette édition, la direction de l'Office du bac procède depuis lundi à la distribution des convocations des candidats au baccalauréat session de juin 2016. Convocations qui leur confère le droit aux différentes compositions. Au Collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou, où se fait la distribution des convocations pour le compte de l'Atlantique et du littoral. On remarque la présence non seulement des responsables d'établissements privés et publics venus retirer les convocations de leurs apprenants, mais également des candidats libres. Écoutons certains candidats et responsables d'établissements rencontrés à l'Office du baccalauréat. Et c'est le début, l'affluence n'est pas grande parce que c'est toujours ça, mais avec votre contribution, vous allez sensibiliser les candidats pour que les candidats puissent aller retirer leur convocation dès maintenant parce qu'il n'y aura pas de prolongation puisque l'examen c'est pour des dates bien fixées, bien calées. Donc j'ai reçu effectivement des échos de tous les départements. Tous les émissaires que nous avons envoyés sont arrivés et je dois saluer les DIDEPS qui vraiment travaillent en bonne conscience avec ceux-là. Certains sont déjà revenus, donc cela va se faire dans les DIDEPS. C'est-à-dire que dans les DIDEPS vont donner les lots des convocations des établissements publics, donc les chefs d'établissement viendront chercher, et les lots des convocations des établissements privés. Pour les candidats libres, bon, c'est à la DIDEP que ça soit distribué, les candidats libres peuvent aller. En ce qui concerne les départements de l'Atlantique et du littoral, c'est à Sainte-Rita, c'est une tradition, que ces lots-là vont être remis aux chefs d'établissement de ces deux départements, de même que pour les candidats libres. Alors, je lance un appel vibrant à tous les candidats, officiels comme candidats libres, d'aller dès maintenant chercher leur convocation. C'est très important parce que sans convocation, vous n'avez pas accès aux salles d'examen. Et en même temps, faire en sorte que les cartes d'identité soient en bonne et due forme pour attester que la convocation que vous avez vous appartient. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc tous ces candidats doivent être en possession de leur convocation. Et vous allez le voir peut-être après, les convocations sont en bonne et due forme avec les photos des candidats pour empêcher les substitutions de candidats. Vous venez de suivre les explications du directeur de l'Office du bac, Alphonse Da Silva. On revient maintenant sur les réactions de quelques candidats et responsables d'établissements que nous avons rencontrés également sur le terrain. Je veux retirer ma convocation pour pouvoir me présenter le jour de l'examen et au centre dont je veux composer. Sinon, sans ça, on n'a pas accès à la salle. Non, en fait, je suis venu chercher ma convocation. Et
c'est ce qui me permettra d'être accepté au centre des examens le 20 juin prochain. Les convocations sont accompagnées de listes. Dans un premier temps, nous allons afficher les listes pour que chaque candidat puisse voir, connaître son numéro et son centre. Et puisque vous savez, les candidats aujourd'hui, à voir leur âge, ils sont un peu ignorants, si vous me permettez le terme. Vous leur remettez ça aujourd'hui, ils peuvent égarer ça demain, ça fait des courses. Donc, nous allons donc voir avec la direction, n'est-ce pas, comment faire pour leur remettre les convocations à un moment où nous ne pourrons plus les perdre. C'est d'ailleurs des traditions chez nous et ce que nous faisons. Cette édition se poursuit. Il existe désormais une direction de la communication de la présidence de la République, une décision qui émane du dernier Conseil des ministres en date du mercredi 18 mai 2016. Mais quel est l'avis des professionnels des médias sur cette innovation du gouvernement? À ce propos, certains se sont prononcés au micro de Mori Agoua et de Romaric Debouchi. Chaque ministère doit avoir son système d'information. Et s'il faut gérer ça depuis la présidence, moi je trouve qu'on risque d'aller dans un système où on régente l'information, ce qui ne serait pas forcément une bonne chose. À moins que, au lieu que ça soit de l'information, qu'on aille carrément sur le communicationnel. Parce qu'il faut faire une distinction entre la communication et l'information. Or, ce qui nous intéresse, nous, hommes des médias, c'est d'abord l'information. C'est vrai que sans contrat de communication, on ne peut pas faire tourner nos organes. Mais d'abord, c'est la crédibilité de l'information que nous aurons au niveau de ces systèmes d'information qui seront dans les ministères, surtout sectoriels, qui ont option de faire le développement, de permettre au Bénin de changer dans 5 ans. Ces informations permettront aux investisseurs de saisir des opportunités pour créer de la plus-value dans le pays. C'est ça qui nous intéresse, nous autres. Il faudra aujourd'hui que nous ayons véritablement une direction de communication au niveau de la présidence parce qu'on en a besoin, l'État en a besoin, et le gouvernement en a besoin pour pouvoir définir un certain nombre de politiques pouvant lui permettre donc de mieux asseoir la communication, de mieux coordonner les actions sur le terrain. Il ne serait pas bien, par exemple, que la présidence pense autre chose, le chef de l'État pense autre chose, et que, comme nous avons vu par le passé, les ministres aillent raconter autre chose donc, aux populations. Il faut qu'on ait une certaine symbiose dans la gestion de l'information. Alors, je trouve donc que c'est une bonne chose, mais il va falloir aujourd'hui travailler. Parce qu'il ne s'agit pas de nommer les gens pour les remercier après avoir travaillé autour donc, du chef de l'État, Patrice Talon. Il va falloir donc travailler pour offrir une certaine aisance en termes de développement au Bénin. Et je crois qu'il faut déjà encourager ceux qui ont été nommés pour donc, diriger cette cellule-là. Tous les Béninois, tous je dirais, les organes de presse qui exercent au Bénin et qui doivent bénéficier d'un avantage parce qu'ils exercent, il faudrait que ce soit ainsi fait. Il ne faudra pas qu'on aille assister à des organes de l'opposition qui sont lésés et il y aura des organes du système étatique qui bénéficient de la largesse de l'État. Il faudra qu'on ait quand même une gestion optimale des ressources et de l'information aussi. Moi, j'estime que j'attends l'information pour apprécier est-ce que ce serait juste pour être une structure de communication ou permettre aux professionnels de médias d'avoir des sources d'information fiables, disponibles. Parce que vous savez, malgré que nous avons aujourd'hui un code de l'information, avoir accès à la source d'information est très difficile dans notre pays. Et je voudrais quand même insister sur le fait que de plus en plus, on assiste à une certaine, à un musellement de la presse, à un embargo sur l'information au niveau de l'État. On le voit de moins en moins, le chef de l'État sur nos médias, mais il va falloir que nous ayons les informations nécessaires parce que c'est sur cette matière première que nous, professionnels des médias, nous travaillons. Et donc, cette information doit être disponible en temps réel pour que nous puissions faire nos analyses, nos investigations, nos commentaires pour mieux servir le public. Dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est exposé à de nombreux risques. Ces risques sont identifiés en fonction des métiers. Comment prévenir alors les risques professionnels? Élément de réponse dans ce reportage de Horacia Dodi. L'homme, en s'adonnant quotidiennement à des activités au fin de satisfaire ses besoins fondamentaux, s'expose également à des risques. Des risques qui varient selon les métiers et se traduisent par des accidents et des maladies professionnelles.
Pour travailler avec ces trucs, pour actionner le feu même, c'est déjà un risque si tu n'es pas bien protégé. On connaît même des collègues qui ont perdu la vue à l'aide d'un instrument ou bien d'un fer qui est projeté sur leur vue et puis ça leur a coûté la perte de vue. J'étais en apprentissage lorsque j'ai été victime d'un accident de travail. Je tirais la chaîne d'une moto lorsque le couvre-chaîne défectueux m'a gravement blessé. Par exemple, lorsqu'on tisse les clientes, l'aiguille et parfois les ciseaux utilisés nous blessent, et elles aussi. On peut être infecté parce qu'on s'est fait piquer après avoir piqué un patient. Ou bien lors d'une intervention chirurgicale, on aurait coupé le patient et on s'est coupé encore. Donc s'il y avait une maladie comme hépatite virale, comme le sida, l'agent qui est victime de cet accident est indubitablement infecté. On court également le risque de la maladie, de toutes les maladies qui amènent les patients à l'hôpital. Ce phénomène prend de l'ampleur dans le monde et selon le Bureau international du travail, 2 millions de personnes décèdent chaque année du fait des accidents et maladies professionnelles. Des décès qui sont dus parfois à l'absence de politique de sécurité sur les lieux de travail. Nous n'avons pas des outils de protection. Nous n'avons rien pour nous protéger si ce n'est que nos mains. Il existe des outils dont on ne dispose pas. Si tu te protèges correctement avec des verres à souder, tu n'as pas de problème des yeux. Mais à l'âge avancé, ça peut arriver. Comme toute personne, ça peut arriver, oui. Nous n'avons pas de matière adéquate pour pouvoir vérifier ces verres, si ça peut avoir des impacts positifs ou bien négatifs sur nos vies demain. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se protéger totalement et à 100% et à tout moment. Parce que le malade a besoin quand même de notre contact. Le malade a besoin parfois qu'on le touche. Il a besoin qu'on l'assiste et qu'on ne le prend pas comme un objet. C'est ça qui fait que parfois nous sommes obligés, même les mains nues, de toucher aux patients. Ces situations pourraient être évitées par la prise de mesures préventives. Ces mesures qui passent par une structuration des risques professionnels liés à chaque corps de métier, la sensibilisation, la formation et l'éducation aux gestes de sécurité au travail. Tout le monde veut parler des risques, mais sans savoir ce que ça contient, ce qu'il y a dans l'environnement. Parce que quand tu parles de risques, c'est que tu dois être en mesure de répertorier les risques qu'il y a dans ce milieu-là. Et c'est en connaissant ces risques-là que tu peux les prévenir. On peut même se baser sur la tradition, notre culture, pour faire de la prévention, pour montrer aux gens que malgré que nos ancêtres n'aient pas l'écriture, ils avaient des réflexes sécuritaires. Donc prévenir, c'est aller au-devant du risque. Le travailleur, en cas de risque professionnel, bénéficie d'une protection sociale prévue par le Code de sécurité sociale. Une protection qui devrait être élargie aux autres secteurs d'activité comme le secteur artisanal et qui jusque-là ne se traduit pas dans les faits concrets. Allons à présent à la découverte de quelques femmes réunies en association à Grand Popo pour faire le maraîchage, un métier majoritairement exercé par des hommes. Découvrons dans ce reportage de Jonas Bouchi les nombreuses difficultés que rencontrent ces dames dans l'exercice de leur métier. Les femmes de Grand Popo sont absorbées par leurs activités quotidiennes. Il s'agit notamment du jardinage et de la commercialisation des produits de pêche. Mais avec la rareté des produits de pêche, ces femmes se consacrent davantage au maraîchage. Il n'y a pas de travail dans le pays. Même nos petits commerces ne prospèrent pas. C'est pour ça que nous avons décidé de faire le maraîchage comme les hommes. Et ça nous permet de survivre. Malheureusement, dans ce secteur d'activité, les difficultés ne sont pas moindres. Nous avons des difficultés à payer les outils de travail, machines, tourniquets, raccords et autres. Après ça, nettoyer le jardin, enlever les mauvaises herbes constitue encore d'autres difficultés. Les femmes de Grand Popo invitent nos dirigeants à revoir les conditions qui leur sont faites.
Nous invitons les autorités à nous aider, nous les femmes qui souffrons dans les champs. Nous leur demandons de nous aider, tout au moins pour les tourniquets. Cela va nous soulager beaucoup. C'est dire qu'au-delà des beaux discours en l'honneur de la gente féminine, la femme béninoise continue de réclamer son autonomisation. Du Bénin à présent, les différentes variétés gastronomiques nigérianes font des merveilles et attirent beaucoup de clients. Il s'agit surtout des plats faits à base de tubercules comme l'iam et la patate. Ces mets font remplir les restaurants nigérians aussi bien au pays qu'à l'extérieur. Reportage. Un plat traditionnel sénégalais, le thieboudienne revisité, la fameuse igname du Nigeria modernisée. Dans ce nouveau restaurant chic et branché de Lagos, les classiques de la gastronomie africaine sont remaniés. Aux commandes des marmites qui crépitent, Pierre Thiam, un pionnier prêt à conquérir le monde. Nous, on est confiant que la cuisine du futur, c'est la cuisine africaine. Il y a tellement de produits qui n'ont pas encore été découverts. Et ce n'est pas seulement les chefs africains, mais les chefs de l'Occident aussi sont à la recherche de ces nouveaux produits-là. Et donc l'Afrique a tout à offrir. En salle défilent des pancakes de patates douces et des calamars aux épices du nord du Nigeria. Une cuisine qui séduit les ripates. Ces Nigérians revenus travailler dans leur pays après avoir étudié à l'étranger. Une clientèle nostalgique de la cuisine de leur enfance, mais attentive à la qualité du service. C'est en quelque sorte de la fusion africaine. Nous avons été dans beaucoup de restaurants différents, asiatiques, italiens, mais on n'a jamais vu quelque chose de similaire. Nous sommes vraiment impressionnés. Ça montre dans quel sens va Lagos, une ville qui devient une métropole. Et pour des jeunes comme nous, c'est vraiment excitant. Dans cette cuisine privée, Ozo se démène derrière les fourneaux. 12 convives attendent un menu nigérian retouché. Samosa fourré aux escargots et poulet au pesto de curry vert et aux plantes locales. La chef s'applique à respecter les tendances contemporaines. Faire sauter au lieu de mijoter, poêler, griller, ce sont des techniques que nous voyons de plus en plus. À table, les convives sont tous des ripates. C'est Nossa à la tête d'un bloc culinaire qui est à l'origine du déjeuner. L'idée, redorer l'image de la cuisine locale. Nous avons une classe moyenne en pleine expansion et récemment nous avons eu un grand boom pétrolier. Beaucoup de gens ont de l'argent et des jeunes gens viennent avec un premier job. Ils sont à la recherche de nouvelles choses à faire. Le marché a vu cela comme une opportunité pour ouvrir de nouveaux restaurants, de nouvelles expériences culinaires. Une cuisine africaine en pleine mutation, une mutation qui va défier les traditions culinaires sur de nouvelles saveurs. Mais toujours sur le continent, le désert de la Namibie est de plus en plus perturbé par les activités humaines, le passage des touristes et surtout le tournage de certains magazines sur le terrain fragilise l'écosystème et dégrade les habitats de quelques animaux vivant dans ce désert. Chris Nell connaît tous les secrets du désert du Namib. À l'œil nu, du sable et des dunes, mais sous le sable, ce guide est capable de dénicher les repères des dames blanches ou des geckos transparents. Les rares plantes abritent des caméléons et les dunes abondent en serpents et lézards. Un écosystème fragile qui paye le prix fort au passage des 4x4 de visiteurs. Mais pour Chris, ce n'est pas le plus grave. Le problème, c'est que les marques ne partent jamais, elles restent pour toujours. Parce que le Namib est composé à 30% de sable et à 70% de pierres fines, de gravier. Des minuscules graviers que le vent n'emporte pas. Quand le blockbuster hollywoodien Mad Max a été réalisé dans le parc national du Dorob, des écologistes ont crié au scandale, accusant le tournage d'avoir détruit des zones du désert. Des dégâts que le guide relativise. Ils utilisent une aire limitée, maximum 5 km, et ils restent dans cette zone. Puis quand ils ont fini, les règles leur imposent de réhabiliter cet espace. Donc ils ont des équipes avec des balais, des râteaux, des filets, et quand ils ont fini, certaines zones sont plus propres qu'avant leur arrivée, parce qu'ils ont tourné par-dessus les marques de quad et autres déjà existantes, puis ils effacent les vieilles marques et les nouvelles qu'ils ont faites, donc le désert est encore plus beau quand ils repartent. Avant la création du parc national, il y a 5 ans, les habitants et les visiteurs avaient pris l'habitude de chevaucher les dunes en 4x4. Aujourd'hui, le public n'a accès qu'à des secteurs restreints et les guides empruntent des chemins définis pour ne pas laisser de nouvelles traces. Mais d'après l'ANACOMA, l'autorité de gestion du littoral,
le désert du Namib gagnerait à une application encore plus stricte des lois. Souvent, vous verrez qu'il n'y a pas assez de personnel pour faire appliquer les lois qui sont déjà en place. Donc ça, c'est un des problèmes. Et je pense aussi que nos lois ne sont pas assez dures. Elles ne suffisent pas à décourager les gens d'abîmer certains endroits et de jeter leurs déchets n'importe où. Heureusement, le désert s'étend sur plus de 100 000 km². Au-delà des zones côtières, beaucoup de dunes n'ont encore jamais été foulées. Hors du continent, des milliers de Belges étaient dans les rues pour protester contre la proposition de réforme de la loi de travail revêtue de chasubles vertes, rouges et bleues aux couleurs des trois principaux syndicats du pays. Ils étaient nombreux à prendre part à la manifestation, première étape d'une série d'actions contre le gouvernement de droite. Les responsables syndicaux fustigent une réforme du ministre de l'Emploi, Chris Peters, prévoyant l'annulation du temps de travail avec la possibilité pour les employeurs d'imposer des semaines de 45 heures suivies de périodes à heures allégées. Toujours en interactualité, Altan à la frontière avec Ouzbékistan et ancienne étape afghane de la route de la soie vivote depuis 2 ans et entraîne tout le nord afghan dans sa déprime économique, la faute notamment au retrait des troupes de l'OTAN. Un pont reliant Afghanistan et Ouzbékistan, seul passage entre les deux pays. Les rails qui traversent cette ville frontière, autrefois grouillant de marchands d'Asie centrale, restent désormais souvent déserts. À 80 km de là, dans la capitale provinciale Mazar-e-Sharif, les commerçants ont du mal à tenir le choc. La situation actuelle est mauvaise. Il n'y a plus de wagons, plus de bateaux de marchandises, plus de camions. Les années précédentes, lorsqu'on achetait quelque chose, on devait attendre 5-6 jours qu'un bateau se libère pour livrer les marchandises de ce côté-ci. Mais maintenant, il n'y a plus de bateaux, plus personne n'importe. Résultat, le chiffre d'affaires de l'entreprise de Mohamed est en chute libre. Et pourtant, lorsque le régime taliban a été renversé en 2001, les affaires ont repris et il y avait de l'espoir. Mais ça n'a pas duré. Avec la fin de la mission de combat de l'OTAN en 2014 et le retrait des troupes étrangères, la situation s'est dégradée. Avant, il y avait plein d'entreprises étrangères qui nous confiaient de nombreux projets. Mais maintenant, il n'y a plus de projets de la part des étrangers. Auparavant, ils nous fournissaient de l'aide au développement, mais maintenant, il n'y a plus rien. Après plus de 35 ans de guerre, l'économie afghane est en ruine. Le chômage touche plus d'1/5 de la population active et le pays a du mal à exporter le peu de marchandises qu'il produit. Si on veut exporter des raisins secs ou des mandarines, ils sont retenus trop longtemps à la frontière et les marchandises périssent. Avant, on exportait des mandarines, des raisins secs, des pommes de terre vers l'Ouzbékistan et l'Asie centrale. D'après lui, les échanges commerciaux entre l'Asie centrale et son pays ont chuté de 60% en 6 ans. Dans un pays miné par le terrorisme et l'insécurité, l'avenir s'annonce compliqué. Car même si cette province est relativement sûre, les talibans ont annoncé le début de leur offensive de printemps et c'est tout l'Afghanistan qui est menacé. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes sur EDEN TV.